On vit quand même dans un monde où Mank a plus de nominations que Judas and the Black Messiah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo très spéciale, mine de rien, une vidéo que je ne pourrais faire qu'une fois par an. La vidéo sur la cérémonie des Oscars 2021, j'en avais fait une pour la cérémonie 2020 que j'ai supprimée depuis. Mais donc aujourd'hui, cette année, on est de retour pour la cérémonie des Oscars 2021 qui se tiendra à Los Angeles le dimanche 25 avril à 18h, un truc ainsi, donc heure américaine. Et en Belgique, en France, ce sera le lundi 26 avril à entre 2h et 5h du matin. Et pour ceux qui se demandent si je ferai un live pendant la cérémonie de 2h à 5h du matin lundi 26, oui. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux Oscars 2021. Alors comment ça va se passer? Tout d'abord je vais vous donner mon avis sur les principaux films nommés à la cérémonie. Je vais vous citer les 11 plus nommés. Ensuite on va faire catégorie par catégorie. Je vais vous dire qui sont nommés dans telle catégorie. Je vous donnerai le film que je voudrais, le film ou l'acteur ou le réalisateur que je voudrais qu'il gagne personnellement. Et je vous donnerai également mon pronostic objectif, j'ai envie de dire. Sur les 23 catégories de la cérémonie, je m'intéresserai à 17 d'entre elles, puisqu'il y en a 6 autres dont on s'intéresse pas très souvent et dont je vais pas m'intéresser parce que j'ai absolument pas vu les programmes en question. À savoir la meilleure chanson originale, le meilleur film étranger, le meilleur film documentaire, le meilleur court-métrage de fiction, le meilleur court-métrage d'animation et le meilleur court-métrage documentaire. Voilà, je crois que tout est dit, on peut passer à la vidéo. Voilà, donc on commence avec le film qui a été le plus nommé à la cérémonie, je vais vous donner mon avis dessus. C'est le film Mank de David Fincher, qui suit l'écriture du scénario du cultissime Citizen Kane, donc par le scénariste de Citizen Kane. On suit un peu l'évolution de ce scénariste, de ce personnage, sa relation avec Orson Welles, donc le réalisateur de Citizen Kane, son alcoolisme, etc. etc. Pour tout vous dire, je sais que vous avez été beaucoup à aimer Mank, parce que c'est du David Fincher, c'est Gary Oldman, c'est un hommage au cinéma de l'époque, mais personnellement j'ai pas plus aimé que ça. Je veux dire, pour vous dire, je n'ai même pas pu finir le film, je me suis repris à 2 fois et je ne l'ai jamais fini, tellement que j'ai trouvé ça long, chiant, prévisible, on n'apprend pas énormément de choses, enfin perso j'ai presque rien appris. Évidemment que le film est nommé aux Oscars et évidemment que vous avez aimé le film puisque c'est en noir et blanc, c'est encore une fois un hommage au cinéma de l'époque, ça marche toujours ce genre de film. Il y a qu'à voir The Artist qui a été bien récompensé aux Oscars. Voilà, ça m'énerve un petit peu que à chaque fois qu'on fasse un film en noir et blanc qui rend hommage au cinéma de l'époque, voire même un film muet, forcément l'âme passe est tout contente et du coup on la nomme aux Oscars. Ça m'énerve un petit peu parce que j'ai trouvé le film vraiment oubliable et pas si bon que ça. Enfin, c'est pas un mauvais film, hein, mais bon. On enchaîne avec The Father. Alors là, par contre, j'ai bien aimé The Father. Alors, The Father, ça raconte l'histoire d'Anthony, qui est joué par Anthony Hopkins, la légende, qui est un vieux monsieur qui va bientôt avoir 80 ans. Et Anthony va un peu avoir l'esprit embrouillé au fur et à mesure du film, de plus en plus, lorsqu'il découvrira des choses qu'il ne pensait pas découvrir. On suit l'évolution psychologique de ce personnage qui est assez négative, hein, forcément. C'est un film que j'ai trouvé vraiment très bon. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le spectateur n'est pas à la troisième personne, dans le sens où on ne suit pas l'aventure, on ne suit pas l'histoire d'Anthony d'un point de vue d'un autre personnage ou d'un point de vue extérieur. On suit le film du point de vue d'Anthony. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle révélation et qu'on se dit mais c'est quoi ce bordel, non, lui il est pas là, etc. etc. comme c'est le cas dans le film, le spectateur ressent la même chose et c'est très cool, c'est très efficace puisque le spectateur aussi, comme Anthony, est vraiment perdu et donc ça marque. Les 2 acteurs principaux, ils sont nommés aux Oscars d'ailleurs. Olivia Colman qui joue le rôle de, j'ai oublié son nom, mais c'est la fille de Anthony, qui est une superbe actrice je trouve, et forcément Anthony Hopkins qui est l'un des meilleurs acteurs de l'histoire du cinéma. Donc je vous conseille vraiment The Father. Ensuite, donc avec toujours 6 nominations, alors oui j'ai pas dit Mank à 10 nominations, c'est n'importe quoi. The Father en a 6, Minari également en a 6. Alors Minari, ça raconte l'histoire d'une famille américaine d'origine sud-coréenne qui déménage dans l'Arkansas, donc aux États-Unis, et on suit en gros ce passage, ce changement de vie de cette famille avec l'arrivée aussi de la mamie et des évolutions de personnages, etc. Là encore, je suis assez mitigé concernant Minari. Techniquement, visuellement, musicalement, c'est très correct. Voilà, c'est très bon. Les acteurs franchement sont pas ouf. Enfin, sont pas ouf. Je les aurais jamais. Enfin, j'aurais jamais nommé Steven Yeun aux Oscars. C'est très chiant. Je n'ai jamais aimé le cinéma
c'est un peu le même style que le cinéma français, c'est-à-dire que ça ne fait que développer, exploiter le quotidien, et c'est un peu chiant, il se passe pas grand-chose. Je comprends pas l'intérêt du film, vraiment. Ouais, ça se regarde, c'est peut-être ouais, divertissant, encore que non, pas spécialement. Donc voilà, franchement oubliable. Toujours avec 6 nominations, Nomadland, pareil, très... Enfin, je suis assez mitigé, j'ai pas détesté le film, j'ai trouvé ça meilleur que Minari, mais encore une fois, c'est très très lent, très très chiant, ça raconte pas grand chose. Encore une fois, techniquement, visuellement, c'est magnifique. La photographie est très soignée, il y a des plans qui sont vraiment mémorables. Il y a un plan à la fin du film que j'ai vraiment trouvé magnifique, c'est une contre-plongée sur des arbres. Une contre-plongée très très prononcée, et j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, l'actrice, c'est Frances McDormand qui joue l'actrice principale. Elle est assez bonne dans son rôle. Donc voilà, le film est assez agréable à regarder techniquement, mais encore une fois, scénaristiquement, ouais. Why. Ensuite, toujours avec 6 nominations, Sound of Metal qui est disponible sur Amazon Prime Video. Alors oui, j'ai pas dit, mais Mank est également disponible sur Netflix, puisque c'est un film original Netflix. Donc Sound of Metal raconte l'histoire de Ruben, qui est joué par Riz Ahmed, un musicien passionné de métal qui est batteur. Et il va malheureusement se rendre compte qu'il est en train de perdre l'ouïe de plus en plus, et que c'est en train de s'aggraver et il pourra jamais vraiment rien faire à ça. Donc il va devoir s'adapter, changer de vie, essayer de faire des rencontres pour mieux gérer ce changement de vie assez brutal. Là par contre, j'ai vraiment adoré Sound of Metal, j'ai trouvé ça très bon, il n'y a pas vraiment très peu de défauts. Voilà, Riz Ahmed est parfait dans le rôle. J'adore vraiment cet acteur. Paul Rassi aussi, que je ne connaissais pas du tout, qui joue le rôle de je ne sais plus qui, je ne sais plus son nom, mais je me souviens de son rôle. Cet acteur est très bon aussi, il a joué dans très très peu de films, il a même pas de page, je suis même pas sûr qu'il ait une page IMDb, pour vous dire, et non franchement c'est un acteur que j'ai vraiment trouvé excellent. Donc les deux acteurs principaux sont très très bons, scénario excellent et réalisation très bonne, et surtout un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est le traitement du son, puisque là encore on est un peu à la première personne, dans le sens où quand Ruben entend moins bien, nous aussi on entend moins bien. Quand il entend d'une manière très bizarre, nous aussi on entend d'une manière très bizarre. Quand il entend pas du tout, pareil, on n'entend pas du tout. Quand il entend très bien, on entend très bien. Bref, on a la même situation auditive que le personnage, et ça c'est vraiment cool parce que ça nous permet vraiment de nous situer par rapport à sa situation. C'est un personnage super attachant, c'est une évolution très cool, c'est vraiment un film très très beau. Le seul truc que je pourrais reprocher au film, c'est la longueur. Je n'ai pas pu voir le film en une fois. Le film est très bon, hein, évidemment, mais c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Je veux pas dire que je me suis fait chier, mais il y a des fois où je me suis dit, bon, putain, allez quoi, parce qu'il y a vraiment des scènes, ça dure une éternité, et ça sert pas à grand chose. Mais à part ça, c'est vraiment un film super bon, et je vous le conseille. Alors toujours dans les nommé dans 6 catégories, les 7 de Chicago, dont j'ai parlé sur la chaîne récemment, dans la dernière vidéo, qui est un film original Netflix, et qui raconte en gros l'histoire de 8 manifestants qui viennent tous de milieux assez différents, et qui vont en gros être jugés, avoir leur procès au même endroit, au même moment, un procès qui va durer très longtemps, et ce procès est dû en fait à leur manifestation qui a été mise en place pour le choix du candidat démocrate à la présidentielle de 1968. Si vous avez vu ma vidéo sur mon top 10 des films Netflix, j'ai mis le film en 4ème position parce que j'ai vraiment adoré les 7 de Chicago. Le casting est parfait, le scénario est excellent, la mise en scène aussi, le montage est vraiment génial. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, tout n'est pas raconté dans le même ordre, enfin dans l'ordre chronologique. Des fois on va te balancer des flashbacks, puis on va revenir au temps présent, etc. On va un peu mélanger tout ça, mais c'est pas bordélique pour autant, tu perds pas le fil, tu comprends tout, etc. Sur ce coup-là, ça m'a vraiment scotché. Les personnages sont super bien développés, enfin, ils sont pas tous développés, hein, il y en a quand même beaucoup, mais les plus importants, comme Abby Hoffman par exemple, sont très intéressants. Et sont très cool. En plus, c'est Sacha Baron Cohen. Donc je vous conseille les 7 de Chicago, pardon, c'est, je trouve, un excellent film. En plus, j'ai appris pas mal de choses sur une histoire qui m'a vraiment bouleversé. En plus, les musiques et tout sont géniales et tout. Enfin, non, c'est un film excellent. Ensuite, nommé dans 5 catégories, on a un film Netflix aussi, Le Blues de ma Renée.
qui qui est une adaptation d'une pièce de théâtre dans laquelle la célèbre chanteuse de blues Ma Rainey, donc qui a réellement existé, se dispute avec ses producteurs et ses musiciens. Voilà, c'était le résumé du film. Non, franchement, j'ai pas adoré, pardon, le film. Franchement, là encore, ça, en fait, ce qui m'a un peu gêné, ce qui m'a un peu énervé, c'est le potentiel du film qui a été gâché, dans le sens où, quand vous faites un film avec Viola Davis, avec Chadwick Boseman, sur Ma Rainey, vous êtes quand même censé, enfin je sais pas, faites un biopic, faites un film qui vraiment parle de Ma Rainey, etc., de la vraie chanteuse. C'est un film quand même qui ne fait que parler d'une dispute entre Ma Rainey, d'une dispute fictive en plus, entre Ma Rainey, ses musiciens et ses producteurs. On s'en bat les couilles. Par contre, ce qui est chouette avec le blues de Ma Rainey, c'est que ce qui est mauvais est très mauvais. Là, il n'y a pas de souci, mais ce qui est bon est très bon. Par exemple, Viola Davis. Magistrale. Juste pas assez présente, mais magistrale quand même. Les costumes, la direction artistique, tout ça c'est très bon. Bon, il n'y a pas beaucoup de décors, hein. Ça c'est limite un huis clos. Voilà, quand c'est bon, c'est très bon. Mais quand c'est mauvais, c'est très mauvais. Et même Chadwick Boseman, alors qu'il repose en paix, et j'adorais cet acteur, hein, il jouait très très bien dans les films du Marvel Cinematic Universe, etc. C'était un très bon acteur, mais dans le blues de Ma Rainey, enfin je suis désolé, sa nomination aux Oscars n'est due qu'à son décès. On rend hommage aux acteurs comme on peut, hein. Toujours avec 5 nominations, nous avons le film Promising, je sais pas comment ça se prononce, Young Woman, que j'ai vu il y a quelques dizaines de minutes, juste avant de commencer le tournage de cette vidéo. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Cassie, qui est jouée par Carey Mulligan, et qui en gros est assez souvent victime de sexisme et pas d'agression sexuelle, mais presque. Et on va découvrir en fait que c'est une femme extrêmement manipulatrice qui fait semblant d'être bourrée dans les bars pour que les hommes s'intéressent à elle, alors qu'en fait elle est pas du tout intéressée pour coucher, etc. Et on va surtout suivre son développement de personnage, ses rencontres, etc., etc. Au début du film, j'étais sceptique, j'étais assez mitigé, mais plus le film avançait, plus je me prenais au jeu et plus j'aimais bien. Il y a des trucs qui m'ont gêné dans le film, comme les idées politiques du film, donc le féminisme, on va pas se mentir. C'est pas bon. Je suis pas contre les films féministes, mais dans ce cas-là, faites-le bien. Là, je suis désolé, mais quand vous faites un film féministe dans lequel les femmes, les personnages féminins ne font que parler de cul, c'est qu'il y a un problème dans votre conception de féminisme. On voit clairement que c'est Margot Robbie, que Margot Robbie a participé à la production du film. Elle avait également produit Birds of Prey, et les deux films sont très similaires, que ce soit en termes de mise en scène, en termes de thématique, en termes de personnage principal. D'ailleurs, il me semble que dans Birds of Prey, il y a aussi une scène où Margot Robbie, où Harley Quinn fait semblant d'être... elle fait pas semblant, mais genre elle est bourrée dans un bar et elle se fait accoster par des mecs. Donc voilà, donc non, c'est un film très similaire à Birds of Prey, trop similaire à Birds of Prey. Après, donc oui, dans le fond, le scénario a des défauts, mais dans la forme, c'est très sympa, c'est très divertissant, c'est très bien rythmé. Le personnage principal est très cool, je trouve. La fin du film, elle est priceless. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé, l'actrice principale est très bonne aussi, et c'est une bonne mise en scène aussi j'ai oublié le nom de la réalisatrice, Emerald Fennell, je crois, dont c'est le premier film. Elle avait joué dans quelques films en tant qu'actrice, mais elle n'en avait jamais réalisé un, et là c'est son premier, et je trouve que pour une première réalisation, c'est vraiment très très bon. Donc dans l'ensemble, je vous conseille Promising Young Woman, c'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, ouais, je vous le conseillerais. Toujours avec 5 nominations, nous avons mon coup de cœur de cette cérémonie, de cette année, à savoir Judas, je sais pas comment ça se dit, and the Black Messiah, qui en gros parle de la fonction de vice-président du Black Panthers Party, donc du parti des Black Panthers, qui est un parti activiste antiraciste, etc. Donc de Fred Hampton, qui est joué par Daniel Kaluuya, qui est donc le vice-président de ce parti. Et en gros, le FBI va engager un homme noir qui s'appelle William, qui est joué par Lakeith Stanfield, pour intégrer en tant qu'espion le Black Panthers Party. C'est un film qui se base sur des faits réels, hein. Les personnages de Fred Hampton, de sa femme et de William O'Neill ont réellement existé. D'ailleurs, William O'Neill, il y a des images d'archives dans le film de son interview, de sa seule interview, et c'est juste génial. Fred Hampton, le personnage de Fred Hampton est extrêmement bien exploité. C'est un personnage absolument iconique, très inspirant, etc. Et Daniel Kaluuya est parfait dans le rôle. Il avait joué dans Black Panther.
Je l'avais pas spécialement, il m'avait pas spécialement marqué, après c'était un rôle très secondaire, hein. Mais là franchement il m'a scotché. Scénario parfait, très belle photographie, techniquement, visuellement c'est très très bon. Il faut savoir que Ryan Coogler a produit le film, donc Ryan Coogler c'est le réalisateur de Creed entre autres, mais surtout de Black Panther. Donc voilà, c'est pas étonnant que le film soit vraiment pas mal visuellement, parce que bon, quand on voit à quoi ressemblait Black Panther, voilà. Le scénario a quelques défauts, ça manque de précision, de cohérence, etc. de temps en temps, mais c'est très minime, le film est excellent. Je vous le conseille évidemment. Encore une fois, gros coup de cœur pour cette cérémonie des Oscars. Et voilà. On passe à un film qui a reçu 4 nominations quand même. C'est-à-dire le film La Mission, dont j'ai également parlé dans la dernière vidéo, que j'ai trouvé vraiment, enfin que j'ai trouvé bon. C'est un film Netflix, encore une fois, qui raconte l'histoire d'un homme joué par Tom Hanks, d'un vieil homme qui est un vétéran de la guerre de sécession et qui en gros est chargé, son travail est de lire les nouvelles des journaux aux gens, et il va faire la rencontre d'une jeune fille qui vient d'un peuple ancien, éloigné, qui parle une autre langue, etc. Et sa nouvelle mission du coup va être de ramener cette gamine chez elle, avec sa famille, etc. Sauf que évidemment leur relation va évoluer, etc., etc. Il va y avoir des péripéties assez cool, c'est un western. Donc voilà. Encore une fois, visuellement, techniquement, c'est très bon. Scénaristiquement, c'est un peu moins marquant. En termes de photographie, de décor, de costume, bref, de direction artistique en général, c'est juste exceptionnel. Les acteurs sont tous les deux très très bons aussi. Helena Zengel, c'est vraiment la révélation de l'année peut-être. Et Tom Hanks, on le connaît. Malheureusement, film très long aussi, ça traîne vraiment, c'est pas catastrophique, mais c'est vraiment très long, trop lent, trop... Voilà, un peu dommage, surtout vers la fin. À la fin, c'est vraiment... vite, terminer ça, parce que c'est vraiment chiant. La fin est également extrêmement prévisible, beaucoup trop prévisible, j'ai trouvé ça un peu décevant, mais dans l'ensemble, c'est un bon film, je vous le conseille. Il est encore une fois disponible sur Netflix. On va terminer avec un seul film, parce que j'avais vraiment envie de vous en parler, même si je vous en ai, je pense, déjà parlé. Quoique, non, je pense même pas. Mais avant ça, on va faire le point très rapide sur des films que, pour la plupart, je n'ai pas vus, qui ont été nommés 2 ou 3 fois aux Oscars, à savoir Tenet, de Christopher Nolan, Pinocchio, de je ne sais plus qui, Mulan, donc le remake Disney, une ode américaine, Emma avec Anya Taylor-Joy, Borat, nouvelle mission filmée, donc Borat 2, et Drunk, que je prévois de voir. On a également One Night in Miami plutôt, et enfin le dernier film nommé aux Oscars dont je vais parler, a été nommé 3 fois, c'est le film d'animation Soul de Pixar. Pour moi, un chef-d'œuvre d'animation, un chef-d'œuvre tout court, c'est un peu le parfait mélange entre Pixar et Ghibli, à savoir l'animation de Pixar, magnifique, parfaitement réalisée, et la poésie de Ghibli, et surtout le sérieux de Ghibli, la maturité des Ghibli, combiné avec les musiques de Pixar. C'est Pete Docter en plus qui a réalisé le film, il a réalisé pas mal de films d'animation Pixar. Donc non, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je m'attendais à un chef-d'œuvre, et j'ai eu un chef-d'œuvre. Donc voilà, le film est disponible sur Disney+, n'hésitez pas à le voir. Et perso, j'ai tellement aimé le film que je l'aurais même mis en catégorie meilleur film. Donc voilà, on a fait le point sur les films que j'ai vus, c'est-à-dire la plupart, donc les principaux. On va maintenant passer aux catégories, aux nominations, et à mes pronostics sur les films que l'Académie va récompenser, et ce que moi j'aimerais, même si c'est assez différent souvent. On commence donc avec la catégorie du meilleur film d'animation, dans laquelle sont nommés les films En Avant, donc de Pixar, qui est sorti en début 2020, Voyage vers la Lune, sorti sur Netflix il y a quelques mois, Shaun le Mouton, La Ferme contre-attaque, Soul, du coup, dont je viens de parler, et Le Peuple Loup. Évidemment, vous vous en doutez, personnellement, j'aurais mis la statuette, j'aurais décerné la statuette à Soul, et je pense honnêtement que l'Impasse va donner la statuette à Soul, parce qu'honnêtement, je pense que si on est objectif 2 minutes, il n'y en a aucun des 4 autres qui lui arrive à la cheville. En plus, c'est Pixar, c'est Disney. Je pense que franchement, ça va se faire très rapidement, le petit choix comme ça. Boum, Soul, on n'en parle plus. J'espère. Si c'est un autre, franchement, c'est scandaleux. Ensuite, meilleure musique de film. Alors, nous avons Terence Blanchard pour Da Five Bloods, Trent Reznor et Atticus Ross pour Mank, Emile Mosseri pour Minari, James Newton Howard pour La Mission, Trent Reznor, Atticus Ross et John Baptiste pour Soul. Personnellement, j'aurais récompensé Minari, que j'ai pas aimé le film, hein, mais j'ai adoré la musique, surtout la musique du début.
qui est génial. Mais honnêtement, je pense qu'ils vont récompenser James Newton Howard pour sa notoriété. Ensuite, meilleurs effets visuels, nous avons Love and Monsters, qui est même pas encore sorti, je crois, sur Netflix. Minuit dans l'univers, qui lui pour le coup est sorti sur Netflix. Mulan, qui est sur Disney+, Le seul et unique Ivan, également sur Disney+, et Tenet. Personnellement, je pense que... Enfin voilà, moi je l'aurais donné à Tenet. Le seul et unique Ivan, c'est pas mal aussi de ce que j'ai vu. Love and Monsters, j'en sais rien. Mais non, dans tous les cas, j'aurais récompensé Tenet. Et je pense que l'Impasse va donner la statuette à Tenet, parce que c'est Christopher Nolan. Ensuite, pour le meilleur son, nous avons USS Greyhound, la bataille de l'Atlantique, Manque, La Mission, Saul et Sound of Metal. Personnellement, je l'aurais donné à Sound of Metal, je vous ai déjà dit pourquoi, parce que le traitement du son est très intéressant. Mais je pense qu'ils vont donner la statuette à Manque, parce que c'est Manque, parce que c'est David Fincher, parce que c'est Gary Oldman. Évidemment, je pense vraiment que la plupart des catégories dans lesquelles Manque est nommé, il va les gagner presque toutes. Et ça m'énerve, mais je pense que ça va être comme ça. Donc non, meilleur son, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont la donner à Manque. Pour le meilleur montage, nous avons The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal et Les 7 de Chicago. Encore une fois, je pense qu'ils vont donner la statuette au film auquel j'aurais donné la statuette moi-même, à savoir Les 7 de Chicago. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, c'est un montage pas ordonné, mais pas bordélique pour autant. Et j'ai trouvé ça très cool. J'ai hésité entre Les 7 de Chicago et The Father, qui pour moi a vraiment un montage très très bon aussi. Pour la meilleure photographie, alors là par contre j'ai pas pu trancher pour mon choix personnel, j'ai hésité entre Nomadland et La Mission, parce que c'est les deux films qui m'ont le plus impressionné au niveau de la photographie, mais Manque ne m'a pas déçu sur ça. C'est un film en noir et blanc, mais pourtant t'as limite l'impression que certaines scènes sont en couleur, tellement que le noir et blanc est juste magnifique. Sur ce coup-là, ok. C'est pour ça que je pense qu'ils vont donner la statuette à Manque encore une fois. Pour les meilleurs maquillages et coiffures, alors là il y a un film dans les 5 que je prévois de voir, que j'ai pas encore vu, c'est Pinocchio. Mais nous avons donc dans les nommés Emma, Une ode américaine, Le blues de Marenay, Manque et Pinocchio. Je pense encore une fois qu'ils vont récompenser Manque, mais à titre personnel, et ça je suis le premier surpris, j'aurais donné la statuette au blues de Marenay, parce que les coiffures, les maquillages et tout, etc., j'ai trouvé ça magnifique dans le film. Ensuite, meilleur costume, alors là c'est pratiquement pareil. Emma, Le blues de Marenay, Manque, Mulan et Pinocchio. Personnellement, je l'aurais donné au blues de Marenay encore une fois parce que les costumes, j'ai trouvé ça juste très beau. Et encore une fois, je pense qu'ils vont le donner à Manque. La plupart du temps où je dis qu'ils vont donner la statuette à Manque, ce n'est pas fondé, c'est surtout, comme j'ai déjà dit tantôt, du feeling, de l'instinct. Parce que je pense vraiment qu'il va tout rafler, comme Parasite a tout raflé l'année passée, sauf que Parasite c'était mérité. Ensuite, pour les meilleurs décors et directions artistiques, nous avons The Father, Le blues de Marenay, Manque, La Mission et Tenet. Personnellement, je l'aurais donné à La Mission, parce que c'est vraiment le point du film qui m'a le plus impressionné, c'est la direction artistique, c'est magnifique visuellement. Mais, honnêtement, je trouve que là pour le coup, il mériterait l'Oscar. Je pense que Manque va le gagner. Ensuite, on passe au meilleur scénario adapté. Nous avons donc Sacha Baron Cohen pour Borat 2. Je sais pas en quoi c'est un scénario adapté Borat 2, parce que franchement, ça n'adapte rien du tout, mais bon. Bref. Ensuite, Christopher Hampton et Florian Zeller pour The Father, qui est à la base une pièce de théâtre. D'ailleurs, qui a été écrite par Florian Zeller, qui réalise le film. Donc au niveau d'adaptation, ça n'a pas dû être très compliqué, puisque c'est lui qui a écrit la pièce. Ensuite, Chloé Zhao pour Nomadland, qui à la base est un livre. Kemp Powers pour One Night in Miami, qui de base est une pièce qui a été écrite par Kemp Powers, donc là encore ça n'a pas dû être très compliqué. Et Ramin Barani pour Le Tigre Blanc, qui à la base était une nouvelle. Je pense, je ne sais pas pourquoi, c'est l'instinct, qu'ils vont donner la statuette à Nomadland. Personnellement, je l'aurais donné à The Father, parce que c'est vrai que j'ai un peu retrouvé l'esprit pièce de théâtre dans le film, tout en restant dans un délire cinématographique. Ensuite, meilleur scénario original, nous avons Will Berson et Shaka King pour Judas and the Black Messiah, Lee Isaac-Chung pour Minari, Emerald Fennell pour Promising Young Woman, Darius Marder et Abraham Marder pour Sound of Metal, et Aaron Sorkin pour Les 7 de Chicago. Vous aurez remarqué que les scénaristes de ces films sont pratiquement tous les réalisateurs des films. Perso, j'aurais soit donné la récompense aux 7 de Chicago ou à Judas and the Black Messiah. J'ai pas pu choisir parce que les deux m'ont poigné, les deux m'ont impressionné, les deux m'ont marqué. J'ai trouvé les deux très intéressants. Mais je pense qu'ils vont la donner à Judas and the Black Messiah. Parce que, encore une fois, c'est une histoire très 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 poignante qui en plus est d'actualité, mais de ouf à l'heure actuelle avec le Black Lives Matter. Ensuite, meilleure actrice dans un second rôle, nous avons Maria Bakalova pour Borat 2.
Si on m'avait dit que Borat 2 allait être nommé à 2 reprises aux Oscars, je l'aurais jamais cru. Olivia Colman pour The Father, Glenn Close pour Une Ode américaine, Amanda Seyfried pour Mank et Yoon Yoo Jung, je sais pas comment ça s'est dit, pour Minari. Je pense qu'ils vont récompenser Amanda Seyfried, qui est une super actrice, mais qui n'est pas si bonne que ça. Enfin, je veux dire, c'est un jeu normal dans Mank, mais je pense qu'ils vont lui donner, parce que c'est Mank. Mais personnellement, je l'aurais donné à Olivia Colman, parce que j'adore cette actrice et elle fait un travail absolument monumental dans The Father. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle, nous avons mon chouchou Sacha Baron Cohen pour Les 7 de Chicago, Daniel Kaluuya, mon deuxième chouchou, pour Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. pour One Night in Miami, Paul Raci pour Sound of Metal, Lakeith Stanfield pour Judas and the Black Messiah, et c'est tout. Là par contre j'ai trouvé ça scandaleux, putain, à quel moment les rôles de Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield sont des rôles secondaires. Je sais pas ce qu'ils foutent dans cette catégorie, mais bon au moins ils sont là, c'est cool. Je n'ai pas pu trancher entre Daniel Kaluuya et Sacha Baron Cohen, honnêtement. Mais je pense qu'ils vont la donner à Sacha Baron Cohen. C'est un peu son seul espoir de gagner un Oscar. Et comme c'est Sacha Baron Cohen et qu'il a une notoriété de ouf et une popularité de dingue, je pense qu'il a des chances de repartir avec la statuette. Ensuite, pour la catégorie de la meilleure actrice, nous avons Viola Davis pour Le Blues de Ma Renée, Andra Day pour Billie Holiday, Une affaire d'État, Vanessa Kirby pour Pieces of a Woman, Frances McDormand pour Nomadland et Carey Mulligan pour Promising Young Woman. Encore une fois, j'ai pas aimé le film, hein, mais je suis déjà à la 3e statuette que je lui aurais décernée pour Le Blues de Ma Renée, donc pour Viola Davis, que j'ai trouvé encore une fois magistrale dans le film. C'est un peu le seul gros vrai point positif du film. Et voilà, mais je pense qu'ils vont le donner à Frances McDormand, qui le mériterait, honnêtement. Ensuite, meilleur acteur, Riz Ahmed pour Sound of Metal, Chadwick Boseman pour Le Blues de Ma Renée, Anthony Hopkins pour The Father, Gary Oldman pour Mank, Steven Yeun pour Minari. Évidemment que la statuette va revenir à Gary Oldman. C'est sûr et certain pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est Mank, c'est le rôle du scénariste de Citizen Kane, c'est Gary Oldman, c'est une légende. Personnellement, je l'aurais donné à Anthony Hopkins. J'ai hésité entre Anthony Hopkins et Riz Ahmed, mais non, Anthony Hopkins, je trouve qu'il le mérite, franchement. Ensuite, meilleure réalisation, là encore une fois, il y a un film que je n'ai pas vu et que je prévois de voir, c'est Drunk. Donc nous avons Thomas Winterberg pour Drunk, David Fincher pour Mank, Lee Isaac-Chung pour Minari, Chloé Zhao pour Nomadland et Emerald Fennell pour Promising Young Woman. Évidemment, ils vont la donner à David Fincher, parce que c'est David Fincher et parce que c'est Mank. Encore une fois, personnellement, je l'aurais donné à Emerald Fennell, parce que franchement, pour un premier film, c'est impressionnant. Et enfin, la catégorie que tout le monde attend, à savoir celle du meilleur film, dans laquelle sont nommés les films The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal et Les 7 de Chicago. J'ai hésité entre Les 7 de Chicago et Judas and the Black Messiah pour mon avis personnel. Au final, j'ai opté pour Judas and the Black Messiah, parce que franchement, je veux qu'il l'ait, mais il l'aura jamais. Il l'aura jamais, c'est évidemment Mank qui l'aura, hein, vous l'aurez compris, malheureusement. Mais bon, voilà, j'aurais vraiment kiffé que Judas and the Black Messiah l'emporte. Je serai quand même devant la cérémonie et je soutiendrai tous ces films qui se feront tous voler la statuette par Mank. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai de l'espoir. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette cérémonie. En tout cas, moi j'ai très hâte qu'elle arrive. Encore une fois, on se retrouve lundi 26 avril pour la cérémonie en direct, donc de 2h jusqu'à 5h du matin. Évidemment, si vous n'êtes pas au live, je ne vous en voudrais absolument pas, mais évidemment, vous pourrez regarder la rediffusion. Et oui, je précise, lundi 26, je n'ai pas cours, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas sécher les cours ou arriver en cours de fracasse pour une cérémonie d'Oscar. Non, non, pas du tout. Je suis quand même assez raisonnable. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. J'attendais vraiment de la faire, j'avais très hâte. On se retrouve tout à l'heure pour le live debriefing sur la série Falcon and the Winter Soldier. Mais on se retrouve également lundi pour le live sur les Oscars. Et vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!